va s'attaquer maintenant au raccordement du réseau radiateur, donc le réseau qu'on appelle le réseau secondaire, pour terminer ensuite par le câblage et pouvoir enfin faire la mise en service. On est reparti, donc là on va s'occuper essentiellement, c'est de raccorder la partie secondaire de chauffage, que je fasse ce raccordement là. Ici j'ai des vannes qui sont vieillissantes, qui ferment pas bien et en plus elles vont se retrouver devant le circulateur, le retour et ce sera plus accessible. Je vais couper l'eau, je vais remettre les vannes au-dessus, comme ça on aura quand même des vannes de coupure pour l'étage en eau chaude eau froide. Et ici la partie chauffage qui est juste à côté, elle va être reprise sur la tuyauterie de départ et la tuyauterie de retour. Allez, c'est parti, on se met en route. Toujours bien penser à orienter le moteur de ton circulateur dans le bon sens, mais je t'en parle très vite dans la suite de la vidéo. L'intérêt de modifier les vannes, c'est que mes vannes, tu vois, elles étaient là au niveau de l'eau chaude eau froide. Donc là, je les ai remontées, on est tout bon. J'ai le circulateur qui vient prendre les calories dans le tampon. Là, je vais faire exactement le même système qu'on a fait pour attacher le ballon à la chaudière. On va traverser le mur, tige filetée, cheville en laiton. On va tout serrer nickel et on a une tige qui va revenir ici. Parce qu'en fait, là, je vais avoir un tube, tu vois, qui va être là. Donc je vais mettre un point de fixation ici, comme ça on sera bien tenu. Je vais faire pareil sur le retour ici en mettant une vanne. Et après, je vais attaquer mon départ retour vers le radiateur, sachant qu'il faut que je repique aussi les deux tuyaux que j'ai coupés juste en dessous. Coupe 36. J'en peux plus, j'en ai marre de dévisser, de revisser. Je vais mettre en place mon vase d'expansion sur ce qu'on appelle une potence prééquipée. Donc dessus on va avoir un purgeur, une soupape, un mano et surtout une vanne d'isolation pour contrôler mon vase lors de la maintenance. Je voudrais t'expliquer une petite technique que j'utilise assez régulièrement. Là on vient d'ouvrir les deux vannes du dessus de la chaudière qui alimentaient la bouteille de mélange, que comme mon remplissage est pris sur le retour ici, tu vois, ça se remplit par le retour chaudière et ça le renvoie dans la bouteille. Et ce que j'ai fait pour bien remplir ma pompe à chaleur, parce que ma pompe à chaleur, t'as un tuyau qui part et t'as un tuyau qui revient, comme la chaudière ou comme des radiateurs, c'est pareil. Ici, tu vois, je me mets assez régulièrement des vannes de vidange qui me servent aussi bien pour le SAV que pour la mise en service. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ma bouteille en eau jusqu'en haut. J'avais laissé mes deux vannes fermées qui alimentent mon groupe extérieur, ma pompe à chaleur extérieure. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la vanne de départ. Ça s'est rempli en eau. Donc même s'il y avait de l'air dans le tuyau, pouf, l'air est parti. Tu vois, là, je suis à peu près à 1 bar 2 de pression. J'ouvre ici. J'ouvre mon remplissage pour que ça continue à se remplir. Tu vois, j'ai des petites saccades, ça veut dire que j'ai encore des bulles d'air dedans. En faisant passer l'eau, en ayant fermé la vanne ici, je suis sûr que j'ai irrigué complètement mon échangeur dans la pompe à chaleur. Toute ma tuyauterie est entièrement en eau, il y aura très peu d'air. Et ce qui veut dire que quand je vais faire la mise en service, j'aurai pas de souci de surchauffe ou de bulles d'air qui pourraient se coincer dans le groupe ou le circulateur qui cavite ou des choses comme ça. Et au moins je suis tranquille. Et donc là, tu vois, je vais l'ouvrir avec toi. Je suis sûr que là, j'ai toujours un peu des bulles d'air qui se sont coincées. Et l'air, il va monter tranquillou et il va s'évacuer au niveau du purgeur en haut. Tu minimises un maximum le fait d'envoyer des bulles d'air ou de l'air dans le réseau et donc après quand tu fais la mise en route tu purges 2 fois tes radiateurs et après t'es peinard quoi. J'ai mis en place un siphon entonnoir qui va me permettre de pouvoir recueillir les condensats de la chaudière, l'écoulement de la soupape sanitaire
Et pour terminer, recevoir l'évacuation du disconnecteur. Petite suée. Donc là, ce que j'ai passé, c'est le bus. Donc la communication entre la régulation qui va se retrouver à l'intérieur et la pompe à chaleur extérieure et le câble d'alimentation de l'unité extérieure. Je les ai pas passés avant parce que, comme tu peux voir, en fait, j'avais plusieurs soudures à faire en position, donc j'ai préféré les laisser de côté, même si je savais que j'allais un petit peu galérer à les passer après. Mais là, on a mis un tubiro là, le long derrière qui se voit pas et qui remonte jusqu'au dessus. Et en fait, pourquoi on a mis une goulotte? Le câble de la chaudière qui est ici, on va le faire rentrer dans la goulotte, comme ça la connexion elle sera là. Ici on aura les passerelles connectées, la passerelle de communication pour le thermostat sans fil et la sonde extérieure. Je vais intégrer une prise ici dans la goulotte, donc ça permet d'avoir l'application et d'avoir toute l'installation connectée sur son téléphone. Normalement ça devrait faire bien propre. Les câbles, en fonction des différents fabricants, c'est pas toujours la même chose qu'il faut passer. Donc en fait ce qu'il faut, c'est qu'avant de faire une installation de pompe à chaleur hybride, peu importe la marque, il faut se rapprocher du fabricant. En fonction de la puissance du groupe extérieur, il y a une section de câble d'alimentation qui est différente. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé les données de câblage de l'installation que j'ai en place et comme ça, je savais exactement ce que je devais passer. Toute la communication chez ce fabricant se fait à l'aide d'un bus et après on vient juste alimenter la régulation, la chaudière, la pompe à chaleur et c'est vraiment le bus après qui donne toutes les infos et qui dit à quelle machine doit fonctionner, à quel moment, ce qui se passe, est-ce que tu dois te mettre en route ou pas. Voilà, tout se passe par le bus. Et là, le bus, on a passé du 2x0,75 blindé. Donc c'est un 2 fils dedans. Et en fait, il y a une âme à l'intérieur, un blindage, qui sera forcément relié à la terre. Donc c'est un câble de masse. Et ce câble de masse va justement pouvoir choper les moindres interférences pour justement qu'il n'y ait pas de problème de communication sur le câble. Ici, en fait, il y avait le plafond qui avait eu un dégât des eaux il y a quelques temps. Et donc ce que j'ai proposé au client, et moi ça m'a arrangé, c'était d'ouvrir le placo à cet endroit-là. Comme ça j'ai pu repasser les gaines que j'avais envie, repasser le câble d'alimentation générale pour aller jusqu'au tableau. Parce que l'avantage c'est que j'avais un vide technique dans le faux plafond, donc c'était nickel. On a envoyé une aiguille, on a envoyé le câble. Et après moi j'ai pris à ma charge forcément de refermer le placo et de faire les enduits. Et après le client s'est chargé de faire la peinture de tout l'OSB qu'on avait posé, plus le plafond qui a été refait. Et donc là, toutes les gaines passent dans le plafond. En fait, j'ai la gaine en 40 qui va de là, qui revient ici et qui redescend là. Et après, j'ai une autre gaine en 40 qui remonte, qui va dans le plafond et qui va beaucoup plus loin au niveau du tableau électrique. Où on a tiré une alimentation générale pour venir alimenter notre tableau divisionnaire. Qui dit pompe à chaleur dit puissance électrique, donc il est toujours important d'avoir une bonne protection électrique. Par exemple là, le fabricant avec lequel je travaille me donne une protection à avoir par appareil et chaque protection correspond à une section de câble. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, je t'invite vivement à faire appel à un électricien pour avoir une installation conforme et ne pas avoir de problème. On est sur une fin de journée, donc là l'hydraulique c'est terminé, c'est en eau, tous les radiateurs sont purgés, la bouteille, tout est ok. Une grosse partie des câblages sont finis et demain j'attends pour finir tout ce qui est derrière moi, pour mettre en place la régule, le récepteur, la passerelle connectée, etc. Tout ça, mise à la terre. C'est terminé, là on va vraiment focus câblage et après mise en route, paramétrage, finition, comme ça on sera nickel, sera tout propre. On se retrouve demain pour mettre en route cette belle petite installation.
Alors quand tu poses une pompe à chaleur hybride, tu peux vite te retrouver avec beaucoup de câbles et je te cache pas que c'est un sujet pour moi qui est compliqué esthétiquement. Donc je préconise vivement et je conseille de pouvoir installer par exemple là comme tu peux voir une goulotte qui va pouvoir me permettre de passer tous mes câbles à l'intérieur et que visuellement ça fasse super propre et qu'il n'y a rien qui dépasse. Et tu me connais, moi j'aime pas quand ça dépasse. Bon, partie élec terminée. Donc là, ce qu'on a mis en place, en fait, ici, le boîtier qui est là, c'est un boîtier qui permet en fait de réguler l'ensemble de l'installation. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une centrale qui puisse tout gérer. C'est-à-dire qu'il y ait un maître, en gros, qui dit à la pompe à chaleur de démarrer, qui dit à la chaudière de démarrer, qui renvoie toutes les informations. En fait, cette régula, elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'elle réceptionne toutes les infos et elle envoie les infos à chaque générateur pour lui dire ce qu'il doit faire, à quelle température il doit aller, récupérer la température du ballon. Donc là, c'est vraiment le cœur de l'installation qui se trouve ici. Et après, comme je t'avais expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que on a un bus de communication qui, lui, récupère les informations et envoie les informations aux différents générateurs pour fonctionner. Après, on a mis en place un récepteur sans fil, parce que là, en fait, la configuration fait qu'on n'a pas pu passer de filaire. Après, c'est toujours mieux de passer du filaire, mais quand on peut pas, on passe du sans fil. Bon, après, généralement, je suis pas trop embêté, mais il y a quand même des choses à faire attention au niveau distance de thermostat. Là, son extérieur, faut pas la mettre non plus trop loin du récepteur, ça faut faire attention. En option, on a rajouté une passerelle connectée qui va permettre aux clients de directement sur le téléphone faire leur programmation, gérer la température d'eau chaude, gérer la température de chauffage qu'ils souhaitent, etc. Donc l'avantage, tu vois, de mettre en place une goulotte, c'est qu'au final, en termes de câblage, après, je gagne énormément de temps. Là, en fait, à tout raccorder, tout mettre en place, j'ai mis à peine 1 heure pour tout câbler. Une alimentation qui arrive en 10 ampères qui, elle, fait l'alimentation chaudière plus régule. L'avantage sur la régule ici, c'est que je peux arriver avec un 220 et repartir avec un 220. C'est-à-dire j'ai un 220 qui arrive ici et je repars avec un 220 pour alimenter la chaudière. En même temps, sur ce 220 en 10 volts, j'ai branché la prise de la passerelle connectée. Comme ça, quand je coupe le disjoncteur, je coupe la chaudière, la régule et le récepteur connecté, enfin la passerelle connectée. Après, j'ai mon circulateur qui est sur le réseau secondaire, donc c'est le circulateur qui est après la bouteille. On a le raccordement pompe à chaleur et chaudière qui est sur la bouteille d'un côté, donc c'est le réseau primaire. Et sur la partie secondaire, on a un circulateur. Le circulateur vient se raccorder ici. On a forcément bien évidemment le bus, donc les bus sont en série, c'est-à-dire que je pars du bus de la pompe à chaleur, j'arrive sur la régule, de la régule, en fait j'ai ponté les câbles ensemble, j'ai mis des embouts à sertir double fil, donc j'ai la communication qui arrive, la communication repart au récepteur sans fil pour tout ce qui est son extérieur thermostat, du récepteur sans fil je repars avec ce câble, j'arrive sur la passerelle connectée, et de la passerelle connectée, j'arrive à la fin sur la chaudière. Comme ça, tout est interconnecté en termes de bus. Et après, dernière chose, j'ai mis en place la sonde de température du ballon tampon qui permet de donner à l'information la régulation en fonction de la température qu'elle envoie elle, quelle température elle a dans la bouteille. Et en fonction de ça, elle va pouvoir corriger, abaisser, augmenter un petit peu sa puissance pour atteindre réellement la température qu'on doit avoir dans le ballon tampon.
fait un point ensemble sur le câblage électrique de notre installation. Donc on va déjà mettre en place la chaudière, la pompe à chaleur, la régulation, notre passerelle connectée et notre boîtier de gestion qui va pouvoir communiquer entre la sonde extérieure et le thermostat. Ensuite, on va s'occuper du raccordement électrique de la régulation et de la chaudière gaz avec un disjoncteur de 10 A et on va faire exactement la même chose avec un disjoncteur de 20 A sur notre pompe à chaleur. Puis on va connecter le tout avec un câble bus qui va permettre de pouvoir communiquer entre tous ces appareils. Le bus va vraiment pouvoir permettre de remonter toutes les informations à la régulation. Et enfin, le boîtier de gestion va pouvoir communiquer sans fil entre la sonde extérieure et le thermostat. On n'oublie pas notre sonde sanitaire dans le ballon d'eau chaude et on va aussi pouvoir mettre en place une sonde dans notre bouteille de mélange pour toujours connaître sa température et que la régulation puisse le gérer parfaitement. Et on terminera par le raccordement du circulateur chauffage. Bon, installation terminée. On a terminé toute la partie élec. On a fait toutes les petites finitions, les petits câbles qui traînent, qu'il faut recolsonner, etc. Et on a terminé le calrifugage, c'est-à-dire toutes les tuyauteries que j'ai pas réussi à isoler directement avec mon isolant non fendu. Bah, à ces endroits-là, je le fends, petite colle néoprène, je viens tout recoller nickel et ça tourne parfaitement. Tout fonctionne nickel. J'ai envie de vous parler d'une petite astuce que moi je fais. Alors j'arrive pas toujours à le faire, mais par exemple on a réussi à mettre en eau hier. Ce que j'ai fait, c'est que avant de partir hier, j'ai branché le circulateur en direct sur un 220 et je l'ai fait tourner toute la nuit. Toutes les microbules d'air qui ont pu être capturées dans la bouteille se sont auto-purgées. On a eu une petite baisse de pression qui a été faite et au moins quand on met en route, bah, en s'en occupant, on sait que tout est ok, quoi. Petite chose aussi, je vous avais parlé que j'allais tirer un câble de terre du tableau divisionnaire qu'on avait fait. Donc là, je l'ai tiré et j'ai ramené ma terre ici. Comme ça, je me suis fait une liaison équipotentielle. Tout est interconnecté. Comme ce tube va forcément au niveau de la bouteille, ben, la liaison équipotentielle se fait. C'est connecté au niveau de la chaudière. Après, la chaudière a sa propre terre aussi. C'est une double sécurité. Ça m'évite vraiment tout courant de fuite qui pourrait être sur la tuyauterie, qui pourrait générer d'autres problèmes. C'est toujours bien de mettre une bonne liaison équipotentielle directement raccordée à la terre sur le tableau. Pourquoi il y a des tuyauteries isolées? Pourquoi il y en a qui sont pas isolées? Tout simplement parce qu'on est sur de l'eau froide. Là, ici, la tuyauterie elle n'est pas isolée que jusqu'ici. Ça, ici, c'est la partie remplissage, chauffage, donc on n'a pas forcément besoin de l'isoler. Ici, on a toute l'eau froide qui descend, qui passe ici le long partout. Tout ça, c'est de l'eau froide, ça n'a aucun intérêt d'être isolé. Par contre, on a privilégié toute l'isolation là où on va avoir forcément des déperditions au niveau de la tuyauterie. C'est plus sur toute la partie eau chaude qui se trouve ici, la partie chauffage qui alimente le serpentin du ballon d'eau chaude. Donc là, par exemple, la tuyauterie qui revient de la pompe à chaleur et qui re-rentre dans le local technique, tout ça, c'est des déperditions qu'on pourrait avoir si on n'isole pas. En fait, ça va faire comme un radiateur dans la pièce. Donc autant garder ses calories et qu'elles aillent vraiment directement au bon endroit là où on veut. Et après, toute la partie aussi réseau radiateur jusqu'à l'existant, tout est isolé. Ça, c'est très pratique parce que ça, c'est un vase externe. En volume d'eau, on était un peu limite avec le vase qui était initialement dans la chaudière, qu'on a enlevé, bien évidemment. Et on a remis en place un vase d'expansion de 18 litres qui a une particularité avec cette potence, c'est que ici, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux directement fermer à cet endroit-là, et en fermant là, j'isole complètement mon vase quand je viens faire l'entretien de la chaudière. Donc en fermant ici, j'isole totalement mon vase. Ici, j'ai une petite vanne de vidange, alors j'enlève forcément l'isolant, mais j'ai une petite vanne de vidange qui me permet de faire chuter la pression dans mon vase, de pouvoir le recontrôler et si besoin, le regonfler. Quand je vais le regonfler, si jamais j'ai de l'eau dedans, elle va s'évacuer par la petite vidange. Une fois que c'est fini, je referme la vidange, je réouvre mon vase. Au moins, j'ai contrôlé correctement mon vase d'expansion. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a quelques temps, on a sorti une vidéo sur justement l'entretien d'une pompe à chaleur hybride. Donc, on avait la même chaudière, le même ballon. Par contre, on avait une pompe à chaleur en liaison frigo, qui n'était plus monobloc, ce qu'on appelle bibloc, c'est-à-dire qu'il y a un élément dehors, un élément à l'intérieur. Donc on avait, en plus de la même taille que la chaudière, une unité intérieure qui, elle, était raccordée à la pompe à chaleur extérieure. L'avantage de la monobloc là, en pompe à chaleur hybride, c'est que on s'enlève un module intérieur. Et à la place, on a seulement une régulation qui, elle, gère la pompe à chaleur et l'ensemble de l'installation pour que le fonctionnement en hybride puisse fonctionner. Un petit point sur le circulateur, quelque chose de bref. Déjà, première chose, essayez un maximum toujours d'avoir des vannes au-dessus,
en dessous. Il y a un problème sur le circulateur, vous intervenez, vous fermez au-dessus, en dessous, vous changez le circulateur. Moi, je vous conseille fortement de toujours privilégier d'avoir un circulateur qui est facilement interchangeable si jamais il y a un problème. Et après, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, en fait, il est possible de sortir le corps, de l'orienter là comme on le veut pour avoir la fiche. Et je l'ai remis dans le bon sens et j'ai revissé les 4 vis. Pour terminer, j'ai envie de faire un petit point sur en fait l'importance de l'organisation sur un chantier. Ce chantier-là, en fait, quand je suis arrivé, on l'a chiffré, etc. On l'a bien expliqué au client, je savais plus ou moins ce que j'allais faire. Mais une fois que le chantier a été validé, je suis revenu, j'ai repris toutes mes cotes, toutes les contraintes techniques que j'ai pu avoir, qui m'a permis après de pouvoir faire un plan à SketchUp. Je sais pas si tu vois, j'ai aucun trait sur les panneaux blancs qui ont été faits là. Parce qu'en fait, j'avais pas besoin de tracer ma tuyauterie puisque je savais exactement où elle allait. Moi, en toute honnêteté, et je pense que beaucoup se posent la question, en toute transparence, aujourd'hui, je vais vous le dire, tout seul, sans compter le temps qu'on a mis à filmer, avec les panneaux d'OSB, la dépose, etc., on est sur 5 jours de travail. On commence à 8h, on finit à midi, on commence à 13h, on finit à peu près à 18h. C'est à peu près le temps que j'ai mis, parce que je sais que beaucoup se posent la question. Et pour moi, c'est le temps qu'il faut pour faire une installation de cette ampleur-là. Et surtout avec la qualité que je voulais qu'on ait sur l'installation. Et encore une fois, moi, a contrario, je ne paye pas de publicité. Ma seule publicité, elle est là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On y a mis du cœur, donc j'espère que ça vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, puisqu'il y aura forcément d'autres contenus de ce type-là, et je pense que ça pourrait carrément vous intéresser. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En description, vous aurez tous les schémas de principe qui pourront être téléchargés. Si vous avez des questions, des interrogations, comprendre le schéma de principe, etc., vous pourrez tout télécharger sans aucun problème. Je remercie énormément PG de nous avoir aidés pour pouvoir justement mettre en place cette vidéo et pouvoir vous faire cette formation sur la pompe à chaleur hybride, en tout cas sur l'installation, parce que voilà, c'est des sujets qui sont quand même assez importants et je pense qui intéressent quand même beaucoup de monde. Sur ce, je vous dis à bientôt et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao. Et pour ceux qui se posent la question, la porte s'ouvre. Voilà, il n'y a pas de problème, la porte s'ouvre.